Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur Al24 News pour édition spéciale. Aujourd'hui, la question du Sahara occidental sera au cœur de notre débat. La dernière décision du gouvernement espagnol de soutenir le plan d'autonomie a pris de court tout le monde, à commencer par l'opinion publique à l'intérieur même de l'Espagne, les Sahraouis, mais également la partie algérienne. Les enjeux de cette démarche et son impact sur le dossier, on en parle dans cette émission avec notre invité, Monsieur Habibullah Kaouri, représentant du Front Polisario à Valence. Bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Kaouri sera donc notre invité ce soir. Monsieur Kaouri, bonsoir. Vous êtes représentant du Front Polisario à Valence en Espagne. Merci de nous rejoindre pour cette émission. Alors pour commencer, Monsieur Kaouri, depuis l'annonce de l'abandon de l'Espagne de son statut de neutralité vis-à-vis du Sahara occidental, le Front Polisario n'a eu de cesse de condamner cette démarche. Aujourd'hui, vous venez de franchir une nouvelle étape, celle de rompre entièrement le contact avec l'actuel gouvernement espagnol. Que signifie ce geste, Monsieur Kaouri? Est-ce une rupture totale des relations avec le gouvernement espagnol? Bonsoir à vous et merci à vous. La position du Front Polisario est sûrement obligée parce que le gouvernement espagnol a franchi les lignes rouges en abandonnant sa neutralité et en abandonnant son statut comme administration, comme puissance administrante du territoire qui est toujours sur la liste de la décolonisation et est considéré comme territoire non autonome. Et la décolonisation, comme vous le savez, est de la responsabilité de cette puissance qui devait le finaliser d'une manière correcte. La position du Front Polisario est une réaction normale, oui. Parce que ce n'est pas seulement le Front Polisario qui a condamné cette position, oui. C'est aussi toutes les sensibilités politiques de l'Espagne qui ont condamné cette position unilatérale, incompréhensible, faite par le seul chef du gouvernement. Il n'a pas consulté ses partenaires au sein du gouvernement de coalition, oui. Il n'a pas consulté son Parlement, il n'a pas consulté même les experts des affaires étrangères de son administration. Vous l'avez sans doute suivi, Monsieur Kaouri, le gouvernement espagnol vient de réagir. Le ministère espagnol des Affaires étrangères a expliqué qu'il reste ouvert au dialogue avec le Front Polisario. La seule et unique solution pour trouver une issue aux différends, c'est selon la diplomatie espagnole, le dialogue. Que répondez-vous, Monsieur Kaouri? Le dialogue, bien sûr, mais le dialogue devait être avant, pas après. Le fait accompli qu'ils ont fait avec le Maroc, ils encouragent le fait accompli, ils encouragent l'expansionnisme marocain. S'ils étaient sincères, ils auraient dit dialoguer avec le Front Polisario et tous ses partenaires avant d'agir. Maintenant, c'est trop tard. Ce ministère a modifié même la carte de notre pays. En Espagne. En Espagne. Bien sûr. Oui. Il faut voir le web du ministère. Ils ont pratiquement adopté les mêmes frontières que le Maroc. Oui. Et cela est inacceptable. On aimerait, Monsieur Kaouri, on aimerait également savoir plus sur vos motivations, ce qui vous a poussé à aller jusqu'à rompre vos relations avec le gouvernement espagnol. J'aimerais savoir, qu'espérez-vous à travers ce geste? Le gouvernement espagnol se met certes en difficulté sur le plan interne. On a vu ce week-end, donc le Parlement espagnol a désavoué ce revirement de Sanchez sur le dossier Sahara occidental. Qu'est-ce que cela apporte
concrètement au dossier? Premièrement, elle n'a pas rompu, elle a suspendu provisoirement les contacts avec le gouvernement espagnol. Et sans doute le Front Polisario va consulter avec ses amis, avec les alliances qu'elle a eues toujours avec les différentes familles politiques en Espagne pour le futur et pour les relations futures avec l'Espagne. Il est clair qu'on est du côté du droit international et on a le soutien de toutes les familles politiques pratiquement en Espagne. Oui. Sanchez a des problèmes même avec son parti, même au sein de son parti. Il faut voir les déclarations de la présidente de la Comunidad de Baleares, qui est socialiste, et les déclarations hier du président des îles Canaries aussi, qui ont rappelé les positions traditionnelles du soutien au droit du peuple sahraoui à la détermination et à l'indépendance. Et pour éclaircir aussi ça, il faut savoir que la soi-disant pseudo-autonomie qu'il essaye de nous vendre, elle est dans la feuille de route du référendum. Au référendum, les Sahraouis devaient choisir entre l'intégration totale à l'intérieur du Maroc, l'autonomie ou l'indépendance. Mais qu'espère le Front Polisario de ces ennuis supplémentaires qui ont été causés au gouvernement Sanchez par ce revirement? Il est clair que on a vu hier ou avant-hier une proposition du groupe Benega. Non, Benega, qui est un parti politique en Galicie, il propose une loi pour inviter le président sahraoui à se déclarer, à prendre un contact online avec l'ensemble du Parlement espagnol, comme ils ont invité le président de l'Ukraine. De l'Ukraine, une intervention du président sahraoui au sein du Parlement espagnol. Voilà. Cette initiative, elle est importante, mais je crois aussi qu'au futur, le Parlement peut exiger du gouvernement une position plus juste vis-à-vis de la question sahraoui. Et je n'épargne pas la possibilité même de demander la reconnaissance d'un statut diplomatique pour le Front Polisario à Madrid, etc. Très bien. Après, on l'a su, donc vous avez en effet précisé que l'Espagne, avec sa neutralité historique dans le dossier, était à un moment donné, on l'a constaté, Monsieur Kaouri, était considéré par les Sahraouis comme un allié. Après ce revirement qualifié par la classe politique espagnole de trahison, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce qu'il reste aux Sahraouis actuellement? Un allié, c'est trop dire. C'est trop dire. Non, un allié, non. Malgré que l'Espagne a toujours joué cette carte de neutralité, mais elle avait des relations très fortes avec le Maroc. Elle a la complicité avec le Maroc. Pour, par exemple, le vol des richesses sahraouis, des ressources naturelles sahraouis. Mais aussi, il y a des complicités avec les informations et avec les relations multiples qu'ils ont établies avec le Maroc. Il ne faut pas oublier que le Maroc a fait un chantage très fort contre l'Espagne à travers l'immigration, à travers les revendications Ceuta-Melilla, à travers comme pays narco-trafiquants connus, avec aussi le problème de la pêche. Mais l'Espagne, avec surtout au moins dirigeants socialistes, a été plus loin dans ses complicités avec le Maroc. Felipe González était
et revendiqué totalement, publiquement, son soutien à l'expansionnisme marocain. Donc vous vous attendez quelque part à ce revirement, Monsieur Kaouri? Non, pas ce point-là. Oui. Mais ils ont clarifié une position qui était plus ou moins camouflée. Cachée, oui. Mais l'Espagne, même si elle est membre avec, entre guillemets, le groupe d'amis du Sahara occidental, elle a joué toujours avec la France un jeu très réconciliant et complice avec le Maroc. À quoi peut-on s'attendre actuellement? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les liens soient renoués avec l'Espagne? Qu'est-ce que vous espérez pour que le lien reprenne avec la partie espagnole, avec le gouvernement espagnol? Il faut qu'il revienne à la position d'équilibre qu'ils ont toujours revendiquée. Si vous révisez les déclarations du chef du gouvernement, même devant son Parlement, proclamant et disant qu'on a fait ce geste pour accélérer la solution de ce conflit qui a duré 46 ans, etc. Mais qui a été derrière l'échec des Nations Unies et l'échec de la MINURSO pour organiser le référendum à temps pour le peuple sahraoui? C'est bien la France et l'Espagne, c'est clair. Donc, il y a un discours qui trompe et qui ment à l'opinion publique espagnole parce que la majorité de l'opinion publique espagnole est en faveur de la lutte et des droits du peuple sahraoui. Que peut apporter justement l'opinion publique espagnole à la cause sahraoui pour justement contrer cette démarche du gouvernement espagnol? Vous savez, l'isolement de Sanchez est clair au niveau politique. Oui. Au niveau politique, même le chef de l'opposition, aujourd'hui encore, à travers une interview qu'il a fait au journal ABC, a réaffirmé que la position qui a été tranchée avec Sanchez pour l'expansionnisme marocain est inconcevable. Mm-hmm. Et quelqu'un qui n'a pas l'appui du Parlement dans ces questions internationales et avec ses positions unilatérales incompréhensibles d'ailleurs, on peut imaginer que certainement ces forces politiques majoritaires vont opter pour une autre voie. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le gouvernement Sanchez revienne sur cette démarche au vu des pressions qu'il subit actuellement? C'est fort probable. Il n'a pas seulement noué aux relations avec le Front Polisario et le peuple sahraoui comme puissance administrante, responsable de la décolonisation et de l'injustice que le peuple sahraoui a subi, il a noué aussi aux relations avec l'Algérie, qui est un partenaire important dans la région. C'est une force régionale incontestable. Monsieur Habib Kaouri, représentant du Front Polisario à Valence, merci pour votre intervention sur Al24 News. On est donc revenu avec vous sur les enjeux de ce revirement du gouvernement Sanchez sur le dossier sahraoui. On va poursuivre donc le débat sur Al24 News, justement autour de la question sahraoui et les enjeux de ce revirement espagnol sur le dossier Sahara occidental. Vous savez, ce revirement de l'Espagne a été à l'origine d'une brouille diplomatique entre Alger et Madrid. Monsieur Kaouri vient de le souligner. Dès l'annonce de la nouvelle position de l'Espagne, l'Algérie a aussitôt rappelé son ambassadeur. L'Algérie, qui a donc rappelé son ambassadeur. Les observateurs commentent et spéculent sur les conséquences de cette
cette démarche, ce que sera la prochaine étape et son impact justement sur les relations algéro-espagnoles. Pour en parler, est avec nous en ligne depuis Oran, Abdelrahman Mebtoul. Bonsoir. Monsieur Mebtoul. Bonjour madame. Bonsoir monsieur Mebtoul, vous êtes économiste, expert en énergie. J'aimerais vous poser une question sur le futur des relations algéro-espagnoles, notamment dans le domaine énergétique. Ce point fait en ce moment couler beaucoup d'encre, vous l'avez sans doute constaté monsieur Mebtoul. Il y a de cela quelques jours, le PDG du groupe Sonatrach, Toufiq Hakkar, a évoqué l'éventualité d'un recalcul du prix du gaz avec son client espagnol. Ces déclarations ont été largement commentées, monsieur Mebtoul. Est-ce que vous pensez que les différents politiques pourraient nuire aux intérêts de l'Espagne avec l'Algérie, comme le relaient les médias ici, mais également en Espagne? Bon, vous savez que l'Algérie a fait un effort important pour approvisionner l'Espagne, hein. Pour le mètre gaz, il y a eu un investissement assez important, faisant passer les canalisations de 8 milliards de mètres cubes gazeux à 10,5 milliards mètres cubes gazeux depuis février 2022. Hein. Oui. Donc c'est quand même substantiel. L'Algérie a toujours rempli ses engagements internationaux. Il n'est pas question de rompre les relations commerciales avec l'Espagne. Il s'agit de différencier l'acte politique, effectivement, qui a pris en contre-pied l'opinion nationale et internationale, des contrats avec l'Espagne. Dans les contrats avec l'Espagne, et pas uniquement avec l'Espagne, avec tous les partenaires que l'Algérie a des contacts, il y a une clause qui dit qu'il y a une révision périodique à une date fixe donnée des prix, soit à la hausse, soit à la baisse. Hein. Mmh. Actuellement, le prix du gaz a plus que doublé et il est tout à fait normal dans les intérêts propres de l'Algérie de réviser effectivement le prix. Bon, c'est des négociations qui sont en cours avec le partenaire espagnol et Sonatrach. Et effectivement, moi je pense que la déclaration de la ministre chargée de la transition énergétique en Espagne va dans ce sens, disant que Sonatrach était toujours un bon partenaire et qu'actuellement les négociations sont en cours pour la révision du prix du gaz. Vous l'avez dit, donc vous rejoignez un petit peu l'avis du gouvernement espagnol qui rassure. Pour le gouvernement Sánchez, il s'agit d'un nouveau scénario énergétique international plus que de représailles algériennes, malgré le contexte politique. Je suis tout à fait d'accord avec cette... L'Algérie ne fait pas de représailles. Regardez, pour éviter tout amalgame, elle n'a pas rompu les accords avec le Maroc, hein. Le contrat a été terminé le 28 octobre 2021. Bon, il était libre à l'Algérie de reconduire le contrat ou de le suspendre. L'Algérie, en toute souveraineté, a décidé de le suspendre parce que le contrat a expiré le 26 octobre 2021. Avec les Espagnols, ce n'est pas le cas. Le contrat est toujours en cours puisque c'est des contrats à moyen terme. Et donc, ce n'est pas des représailles, c'est l'Algérie défend ses intérêts. Le prix du gaz a doublé sur le marché international. Il est tout à fait normal que l'Algérie demande la révision, effectivement, de certains prix tels que contenus dans le contrat. Hein. Oui. C'est contenu dans le contrat. Mais comment expliquer l'avis des analystes espagnols qui soulignent que l'attitude de Sonatrach dépendra largement du contexte politique, Monsieur Mebtoul? Non. Écoutez, je pense que l'Algérie est un partenaire fiable. Moi, je viens d'une rencontre internationale à Paris et il y avait les représentants de l'Union européenne qui saluent effectivement l'Algérie dans ses engagements internationaux, notamment en termes énergétiques. Hein. L'Algérie est un partenaire fiable. Elle ne retourne pas la veste du jour au lendemain. Donc, ce n'est pas sous la pression de la conjoncture, c'est une des clauses. D'ailleurs, les négociations de la révision du gaz avec l'Espagne
date avant que l'Espagne, effectivement, du moins le gouvernement, le Premier ministre espagnol, puisqu'il y a des remous même en Espagne, hein, le Parlement vient effectivement de dire qu'il fallait se fier à la résolution des Nations Unies. Donc c'est un dossier sur le Sahara occidental qui ne fait pas consensus au niveau même, au niveau de l'Espagne. Donc la révision les négociations dataient bien avant que l'Espagne, que le Premier ministre et la déclaration du Premier ministre espagnol. Hein. Monsieur Meptoul, j'aimerais également revenir sur un autre point qui concerne toujours les relations algéro-espagnoles. Les médias espagnols ont souligné l'excellence des relations entre l'Algérie et l'Italie. Le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, est perçu comme une confirmation du tournant énergétique italien de l'Algérie au détriment de l'axe, on va dire, Alger-Madrid. Non, Alger, l'Italie ou le Madrid? C'est une confirmation du tournant énergétique. Absolument, absolument, avec l'Italie. Bon, le fait que l'Algérie se tourne vers l'Italie. Non, l'Algérie a la plus grande canalisation avec l'Italie. C'est la Transmed. Hein. Elle est d'une capacité de 33 à 34 milliards de mètres cubes gazeux. Actuellement, la canalisation va vers 22-23 milliards de mètres cubes gazeux en 2021. Donc, il y a une soupape de sécurité à peu près de 9 à 10 milliards de mètres cubes gazeux. Mais, comme l'a souligné effectivement le gouvernement algérien, il y a la forte consommation intérieure qui est très très importante. Hein. Vous savez que sur 1 million de production de barils, l'exportation est de 500 000 barils. La consommation de gaz est presque l'équivalent des exportations. Là, ça pose tout le problème de la politique des subventions dont le président de la République a dit qu'il fallait du temps parce qu'il faut un système d'information en temps réel pour effectivement aller vers des subventions ciblées. Hein. Et il y a aussi un désinvestissement très très important et ce qui explique un peu la décision du président de la République il y a 15 jours, l'avant-dernier Conseil des ministres, de dire qu'il fallait investir 30 milliards de dollars, dont 8 milliards de dollars en 2022. Et là, les étrangers attendent toujours effectivement la publication des décrets d'application de la loi des hydrocarbures. Donc, moi, il faut être réaliste. Hein. Oui. Je pense que si on arrive à accroître les exportations vers l'Italie du fait des contraintes à court terme, de 3 à 4 milliards de dollars, ça serait un grand effort pour l'Algérie parce qu'on ne peut pas sacrifier la consommation intérieure. Mais, comme je l'ai souligné dans une grande revue internationale, je ne citerai pas le nom pour pas lui faire la publicité qui est parue le 7 avril 2022 à Paris, c'est que l'Algérie en 2025-2027 peut facilement aller vers 80 milliards de mètres cubes gazeux sous la réserve de plusieurs conditions. Premièrement, comme je l'ai souligné, revoir la politique des subventions, notamment des carburants, oui. Aller vers l'efficacité énergétique parce que c'est inadmissible qu'on construise 2-3 millions de logements avec du parpaing et des briques alors que les nouvelles méthodes de construction permettent d'économiser 30 à 40% de l'énergie. Il faudrait impulser aussi le projet de Galci. Vous savez que moi je suis parti en Sardaigne en 2012 pour essayer de faire la publicité du projet de Galci qui était prévu à 8 milliards de mètres cubes gazeux et là je souhaiterais qu'à la venue du Premier ministre italien que ce projet soit déterré parce que c'était très très important. Il y a aussi le gazoduc Nigeria-Algérie qui est d'une capacité de 34-35 milliards de mètres cubes gazeux mais le client principal c'est l'Europe. Moi, j'étais parti à Bruxelles, effectivement, pour donner une conférence dans ce sens il y a quelques années.
Et là, effectivement, c'est un investissement de 20 milliards de dollars et la partie européenne, qui est le principal client, doit être... Il y a un autre dossier très très important, oui. mais le président de la République a dit qu'il fallait vraiment un consensus social. C'est le pétrole et le gaz de schiste, où l'Algérie, c'est le 3e réservoir mondial. Et c'est moi qui ai eu l'honneur de diriger l'étude, effectivement, pour le gouvernement, mais disons que ça doit s'insérer dans le cadre de la transition énergétique. Monsieur Et Mektoul, le dernier élément le plus important, c'est d'aller vers les énergies renouvelables. L'Algérie a 3000 heures de soleil par an et elle peut effectivement, à travers des interconnexions, approvisionner l'Europe. Et là, si on arrive, comme dit le rapport du ministère de l'Énergie, en 2028-2030, à couvrir 30 à 40% de la consommation intérieure par les énergies renouvelables, ça permet de l'exporter. Oui. Donc l'Algérie, vers 2025-2027, a toutes les potentialités pour arriver à 80 milliards de mètres cubes gazeux, parce qu'actuellement, l'exportation est actuellement à 43 milliards de mètres cubes gazeux. Et l'Algérie est un acteur stratégique, tant du point de vue sécuritaire que du point énergétique, pour faire du bassin méditerranéen de l'Afrique un lac de paix. Donc l'Algérie, malgré les différences sur le plan politique, reste un fournisseur fiable, un partenaire fiable des pays européens, notamment parmi ces pays, l'Espagne. Non, l'Algérie, le rapport d'État US ou le Parlement européen ou la Commission européenne disent que l'Algérie est un acteur stratégique, tant du point de vue de la sécurité, notamment au niveau du Sahel, qu'au niveau de la sécurité énergétique. Pour l'instant, la conjoncture a fait de telle sorte qu'il y a une chute de la production en volume physique de 20 à 25%. On peut redresser la barre, mais dans le cadre d'une vision stratégique. Et là, je me félicite de l'installation par le président de la République du Conseil national de l'énergie, qui est le seul habilité à tracer la future politique énergétique du pays. L'Algérie est un grand pays et un acteur vraiment majeur de la stabilité de la région et de l'Algérie, monsieur Mektoul, l'Algérie qui a la possibilité également de renégocier ses contrats dans un contexte, dans une conjoncture de conflit ukrainien où les prix de ces matières premières sont en hausse. Non, l'Algérie, écoutez, il y a eu des mauvaises interprétations. L'Algérie, la Russie est un allié stratégique de l'Algérie. Et depuis des années, donc il ne faut pas dire ce qu'on va... Mais dans la pratique des affaires, madame, il n'y a pas de sentiment. Business, comme disent les Américains. L'Algérie défend avant tout ses intérêts propres. C'est ça. Comme la Russie, elle défend ses intérêts propres. Bon, la Russie, je vais vous donner au point de vue gazier, c'est le premier réservoir mondial, 45 000 milliards de mètres cubes gazeux, suivi de l'Iran. L'Iran peut suppléer, mais il faut lever l'embargo. C'est 35 000 milliards de mètres cubes gazeux. Le Qatar, c'est 15-17 000 milliards de mètres cubes gazeux. Nous, c'est 2500 milliards de mètres cubes gazeux. Bon, le Nigeria, à travers le gazoduc, c'est 5500 milliards de mètres cubes gazeux. N'oublions pas, nos amis, on espère une stabilisation de la Libye, c'est 42 milliards de barils de pétrole. C'est 3 fois les réserves algériennes. C'est 1500 milliards milliards de mètres cubes de gaz. Donc, et la Sonatrach, elle a une vocation internationale. Elle a acquis une expérience très très importante. Il ne faut pas qu'elle investisse qu'à l'intérieur, aussi il faut qu'elle aille vers l'étranger. Moi j'ai vécu plus de 50 ans de ma vie depuis que j'étais conseiller de Beled Abdeslam Rahma, depuis les années 74. Jusqu'à ce jour, j'ai connu tous les ministres, tous les PDG de Sonatrach à ce jour. Et il y a un vivier de compétences très très important à Sonatrach. Donc l'Algérie a la possibilité de se repositionner sur l'échiquier international
internationale au regard de tous ces bouleversements que connaît le monde. Merci Monsieur Abdelrahman Mebtoul, économiste spécialiste en énergie, pour votre intervention. On arrive à la fin de ce numéro de édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News.